Gabriel Cluzel nous retrouve ce matin. Cher Gabriel, bonjour. On est également avec Sabrina Medjeber. Chère Sabrina, bonjour. Georges Fenech. Bonjour, Elliot. Mr. George, bonjour. On est avec également Joachim Le Floch Imad. Bonjour Joachim. Jeanne Amourousse est avec nous, infirmière en soins palliatifs. Merci d'être présente sur ce plateau. Et dans quelques instants, nous retrouverons Marie-Lise Pellissier, porte-parole de la Marche pour la vie. Vous l'avez compris, on parlera de ce tournant sociétal, existentiel, qui est le vote qui a été prononcé hier à l'Assemblée nationale concernant l'euthanasie et le suicide assisté, qui est présenté comme une aide à mourir. Mais avant cela, je voulais commencer par des informations qu'on n'a pas transmises hier matin et qu'on a sous-estimées, à savoir les violences dans la nuit du 13 au 14 juillet et du 14 au 15 juillet. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que désormais, notre boussole, ce sont quoi ? Ce sont les émeutes. Et quand il n'y a pas d'émeute au soir d'un match de football ou d'une Saint-Sylvestre ou d'un 14 juillet, on se dit ça s'est plutôt bien passé. D'accord ? Eh bien, je bats ma coulpe et je présente mes excuses aux téléspectateurs et aux auditeurs, puisque quand j'ai vu les chiffres ce matin, je me suis dit, mais c'est pas possible que ces chiffres soient sous-médiatisés. Vous avez eu des violences dans plus de 181 communes. Vous avez plus de 700 véhicules qui ont été brûlés sur l'ensemble du territoire. 637 incendies de voies publiques, 533 interpellations et plus de 1000 attaques de mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. C'est les chiffres qui ont été publiés en toute transparence par le ministère de l'Intérieur. Il faut souligner le travail des policiers sur le terrain, parce qu'ils ont massivement interpellé en amont, vous savez, et saisi ces fameux mortiers d'artifice. C'est quasiment multiplié par 5 par rapport à l'année dernière. Donc ils ont fait un formidable travail. Le dispositif qui a été mis en place était de qualité. Donc il faut saluer également le travail du ministère de l'Intérieur. Mais il faut se dire, mais dans quel monde on vit pour que, avec des tels chiffres, on se dise, bon, ça s'est plutôt bien passé. Et c'est de ma faute, hein. Je suis le premier responsable, Georges Fenech. Mais il vous manque quelques chiffres quand même. Là. Lesquels Georges ? Combien de présentations à la justice ? Oui. Combien de condamnations ? Combien d'emprisonnements pour tous ceux qui ont lancé des mortiers, tous ceux qui ont agressé des policiers ? Vous n'avez qu'une vue parcellaire, c'est-à-dire du bon travail que vous avez souligné et salué de la police, qui a été aussi victime, avec pas mal de blessés. Je ne sais pas quel est le chiffre, vous l'avez donné, je crois, le nombre de policiers notamment blessés. Non, je ne l'ai pas donné, parce que celui-ci, on va le découvrir avec Mathieu Devez, je crois. On parle d'un peu plus d'une dizaine de policiers. C'est qui vous intéresse, parce que si on ne veut pas que ça recommence à chaque fois, il faudrait peut-être qu'il y ait des sanctions un jour. Évidemment. Donc moi, je vous apporte le volet sécuritaire. Je suis incapable de vous apporter aujourd'hui le volet judiciaire. Mais ce qui est frappant, ce qui est saisissant, c'est que ça passe à l'as, puisque désormais, l'échelle médiatique et politique, c'est l'émeute. C'est ça la société dans laquelle on vit. Puisque c'est l'émeute, la nouvelle boussole, on se dit avec de tels chiffres, c'était une soirée festive, et en marge de cette soirée, à la marge, il y a eu quelques violences. Mathieu Devez du service police-justice nous rappelle justement tous les chiffres de ces violences dans la nuit du 13 au 14 et du 14 au 15 juillet. Le bilan des festivités du 13 au 15 juillet est contrasté. Oui, selon le bilan du ministère de l'Intérieur, certains indicateurs sont en baisse par rapport à l'an dernier, mais vous allez le voir, les violences restent pour autant nombreuses. Au total, 533 personnes ont été interpellées sur les 2 nuits, contre 714 en 2025 et 403 placées en garde à vue contre 573 l'an dernier. Le principal défi pour les forces de l'ordre était bien sûr la nuit du 14 au 15 juillet avec les traditionnels feux d'artifice, mais également la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Espagne. Malgré un important dispositif de sécurité, 183 villes ont été touchées par des violences urbaines, notamment Lyon et Paris. Les forces de l'ordre ont été prises pour cible à de nombreuses reprises. 688 tirs de mortier d'artifice recensés contre les policiers et les gendarmes, davantage que l'an dernier. 342 personnes ont été interpellées au cours de cette seule nuit. Les mortiers d'artifice restent l'une des principales préoccupations sur les 2 nuits. Les saisies ont bondi de 87%. Avec 1128 mortiers saisis contre 601 l'an dernier. Dans le même temps, 701 véhicules ont été incendiés et 1017 tirs de feux d'artifice recensés contre les forces de l'ordre. Enfin, 85 policiers et gendarmes avaient été blessés l'an passé lors des festivités du 14 juillet. Ils étaient 20 cette année, mais le ministère de l'Intérieur rappelle que c'est déjà trop.
Jean-Didier Berger était l'invité, justement, ministre délégué au ministère de l'Intérieur, l'invité de Pierre de Villeneuve. Et Pierre de Villeneuve, à juste titre, lui a posé la question ce matin. Mais cette question, elle devrait poser à tous les responsables politiques au lendemain de ce 14 juillet. Jean-Didier Berger. On ne s'habitue pas à ces violences, on ne s'habituera jamais à ce que des policiers soient abîmés dans leur fonction, à ce que des villes soient l'objet de ce type d'incivilité. Mais ce que je constate, c'est que grâce aux moyens que nous avons mis en place, nous avons pu contenir ce type de phénomène, faire en sorte qu'il soit moins nombreux, heureusement, que l'année passée. Je dirais 2 fois moins nombreux, c'est ce que nous avons constaté dès la nuit du 13 au 14 juillet. Et encore une fois, saluons le travail des policiers, saluons la doctrine qui a été mise en place, parce qu'il a raison, il y a 2 fois moins de violence. Ils ont réussi à contenir cette violence. Mais violence, il y a, Joachim Le Floch-Imad. Vous l'avez dit, dans un pays où les tentatives d'homicide ont doublé depuis 2017, on s'est tellement accommodé de la violence que désormais l'insécurité ordinaire passe totalement sous silence. Il faut des émeutes de masse pour que l'espace médiatique fasse son travail. Le problème, il faut le dire, il faut le marteler, ce ne sera jamais l'ampleur du dispositif de sécurité, ce sera toujours la décivilisation de la société et le laxisme de la justice auquel Georges faisait référence. Et peut-être que si on avait eu davantage de comparutions immédiates, peut-être que si on avait eu davantage de condamnations après la dernière finale de Ligue des Champions, alors on n'aurait pas eu de telles scènes il y a 2 nuits. Bien sûr. Quand est-ce qu'un individu qui tire un mortier d'artifice sur un policier finira derrière les barreaux le plus rapidement possible? Hier, vous avez vu Georges Fenech. Ils ont aggravé. Les parlementaires ont aggravé les peines pour les mortiers. Mais elles ne sont jamais appliquées. C'est ça le sujet. Celles qui existent déjà ne le sont pas. Gabriel Cluzel. Non, mais moi, ce qui me frappe, c'est la rhétorique du moins pire. C'est moins pire que l'an dernier. Donc, on considère que c'est bien. Vous savez, c'est M. Nunez qui avait dit « ça s'est globalement bien passé ». Tout est dans le globalement. Donc le curseur, vous avez raison de le dire, le curseur de « ça s'est bien passé », en fait, comprend un nombre incompressible de violences avec un dispositif policier colossal, qui a un coût, qui a un coût humain, on l'a dit, parce que pour les policiers, c'est quand même très dur, qui a un coût économique, parce que tous ces gens-là qu'on mobilise, et comme ils n'ont pas le don d'ubiquité, ils ne sont pas ailleurs, et il se passe un certain nombre d'autres choses, cambriolage, etc. Par ailleurs, on les mobilise pour ces occasions-là, et malgré ce dispositif, moi je veux bien qu'on dise cocorico, mais malgré ce dispositif, eh bien, on n'empêche pas les violences. Alors, c'est un peu facile, j'ai l'impression qu'actuellement, le but, c'est de dire « Oh là là, les policiers ont été merveilleux, donc ne parlons pas de ces violences parce qu'on aurait l'air de ne pas dire qu'ils ont été aussi merveilleux que ça. » Moi, je dis que les policiers sont merveilleux, je dis que la justice n'est pas à la hauteur et je dis que dans la communication, il y a un vrai sujet. Les policiers, vous savez, c'est le rocher de Sisyphe et le tonneau des Danaïdes en même temps. Donc, ils recommencent à chaque fois. Si la justice ne frappe pas, eh bien, ça sera toujours... Oui, si communication est contestable, notamment au soir des émeutes, on peut aussi souligner le travail du ministère de l'Intérieur, qui a pris la mesure justement de la société ultra-violente dans laquelle nous sommes et qui a décidé justement de saisir massivement en marge de ces nuits du 13 et 14 juillet, puisque je crois que les saisines ont été multipliées par 5, ce qui fait que les violences ont été divisées par 2. Mais ça reste une société ultra-violente. Et c'est à nous, c'est notre devoir aussi d'en parler. Mais je suis tombé dans le piège, je suis le premier à battre ma coulpe hier. Je dis, c'était plutôt tranquille la nuit du 14 juillet. Alors en effet, le ministère de l'Intérieur a su comprendre cette violence endémique qui ne cesse de se développer de manière cartographique, parce qu'en réalité, ça fait 40 ans que nous assistons quotidiennement à ce type de guérilla urbaine épisodique, quels que soient les quartiers prioritaires de la ville. La grande nouveauté, ce sont les coûts dont tu parlais, Gabriel, les coûts régaliens, le coût économique, mais aussi le coût de coordination sociale, cette fameuse confiance sociale qu'on nous érige comme ça, comme étant le paradigme absolu du vivre ensemble. Et bien en réalité, on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, la violence se développant, la violence mutant, depuis les grandes conurbations jusqu'au centre-ville. La grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là rentrent chez nous, ces gens-là investissent les centres-villes. Il y a une réelle mutation de circulation d'un point de vue toponymique, et ça, c'est réellement une pierre d'achoppement pour nous, les citoyens, parce que c'est à nous, désormais, de nous adapter face à cette délinquance, cette nouvelle délinquance, cette délinquance ludique, cette délinquance qui s'infiltre chez soi, cette délinquance qui barricade, qui nous amène, nous, à s'auto-barricader pour éviter justement le danger. Donc il y a un réel, en plus du coup
économique et en effet du dispositif régalien un réel coût de coordination sociale. Et la banalité du mal dont parle Hannah Arendt, c'est nous, en réalité, qui avons banalisé le mal parce que nous ne savons pas affronter réellement, d'un point de vue judiciaire et d'un point de vue régalien, ces émeutes sporadiques. Et c'est le traitement médiatique, Joachim Le Floch-Imad. C'est là aussi la clé de voûte. C'est-à-dire que heureusement que dans des soirées de violences émeutières, vous avez les réseaux sociaux qu'on essaye de museler ou qu'on pense à contrôler avant les élections de 2027. Mais pourquoi ? Parce que parfois, elles jouent le rôle de lanceur d'alerte. Là, il faut rappeler également que ces chiffres, nous les avons grâce à la transparence du ministère de l'Intérieur qui transmet ces chiffres. Ces chiffres ont été publiés hier soir par le ministère de l'Intérieur. Mais l'espace médiatique n'est pas là. Donc tous les médias ont accès à ces chiffres-là. Mais l'espace médiatique n'est pas à la hauteur d'un problème qui est celui de l'explosion de la violence, qui est vertigineux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il privilégie la rationalité sociale à la rationalité épistémique, c'est-à-dire qu'on fait passer les logiques de signalement de vertu, les logiques de qu'en dira-t-on à la vérité et à l'intérêt général eux-mêmes. Maintenant, c'est aussi aux politiques de montrer la voie quand on a un président de la République qui parle de brainwasher sur les faits divers. Les faits divers, je ne pense pas qu'il montre l'exemple. Non, mais vous savez, il y aura peut-être une nouvelle commission, un organisme sur la désinformation, qui est pensé par les sénateurs. Certains ont d'ailleurs un peu rétropédalé, et notamment Agnès Evren, la sénatrice LR, qui a bien compris le danger qu'il pouvait y avoir dans cette commission. Mais la désinformation, c'est quoi ? Hier, quand je dis aux téléspectateurs, ça a été plutôt une journée calme. Et qu'ensuite, on a les chiffres avec 1000 attaques de mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre. Quand vous avez 181 communes en France qui ont été marquées par des violences, que vous avez plus de 700 véhicules qui ont été brûlés. Est-ce que, lorsque l'ensemble des médias parlent d'une soirée qui s'est plutôt bien déroulée, c'est de la désinformation ? Non. Sabrina Medjeber. Non, ça n'est pas de la désinformation, c'est une forme de relativisme pour éviter de pointer la cause plutôt que de déplorer les conséquences dont nous parlons. En réalité, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une délinquance juvénile qui émane de ces fameux quartiers prioritaires de la ville, dont une partie est issue de l'immigration, et c'est le narratif qu'on nous déroule depuis des années pour éviter de parler de ce sujet, parce qu'il y a un lien insécable entre une partie de l'immigration, des jeunes issus de l'immigration, et cette délinquance à laquelle nous assistons d'année en année, et pire encore, à l'incurie, à l'échec patenté du régalien, à ne pas pouvoir repenser cette politique de la ville en y mettant justement, en tout cas en y adjuvant, une politique culturelle, de filtrage culturel lié à l'immigration.